Il y a 3000 ans, les premiers peuples apparaissent sur le continent européen sans que pour autant la vie humaine ait une grande valeur. Les hommes s'entretuent pour la conquête des territoires et ceux qui ne meurent pas dans les batailles sont réduits en esclavage par les vainqueurs. Les millénaires s'écoulent. Le continent européen connaît la culture grecque, la domination romaine et l'occupation germanique, mais en l'an 1000 de notre ère, la vie ne vaut toujours pas grand-chose. Acclamés comme des héros, les rois guerriers sont de véritables bouchers poursuivant la chasse à l'esclave au-delà des mers et voulant convertir à leur Dieu ceux qui ne le connaissent pas. Ce Dieu est un concept diffusé en Europe par des prêtres provenant du Proche-Orient. Ces hommes visionnaires prêchent une dimension divine au-delà du monde réel. Ils affirment qu'il existe un Dieu, l'unique créateur du ciel, de la terre et de l'homme, et que ce Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre pour pardonner les péchés des êtres humains. Toutefois, des conceptions différentes et des dissensions apparaissent au sujet de ce même Dieu et provoquent de sanglants conflits. Les conflits continuent jusqu'au début du XXe siècle avec les guerres mondiales qui dévastent le continent européen et causent des millions de morts. Finalement, un beau jour de l'an 1945, après avoir versé tant de sang et de larmes, les maîtres du monde arrêtent les hostilités, ils signent la paix. Les biens sont alors échangés plutôt que volés. Le commerce prospère et la vie devient un délicat équilibre à gérer, non plus par les armes, mais par la négociation. Les deux puissances gagnantes de la dernière guerre mondiale émergent alors, les États-Unis et l'Union soviétique. Les États-Unis prônent le capitalisme et visent un contrôle global du monde soumis à leurs ordres. Les guerres mondiales ne s'étant pas déroulées sur leur continent, ils peuvent ainsi produire et vendre une énorme quantité d'armes sans être dérangés, devenant si riches qu'ils parviennent à imposer le dollar américain comme monnaie internationale au lieu de l'or. L'Union soviétique prône le communisme et la dictature. Son territoire est le plus vaste de la planète et à la fin des guerres mondiales, il englobe les pays de l'Est. L'Europe, elle, est au cœur des intérêts des États-Unis et de l'Union soviétique. Se retrouvant en face à face sur ce continent accablé par les guerres mondiales, il n'est pas bien difficile pour ces deux puissances de se le partager, formant ainsi deux blocs. Le bloc bleu a l'idéologie capitaliste, comprenant les pays de l'Europe occidentale sous l'influence des États-Unis, et le bloc rouge a l'idéologie communiste, comprenant les pays de l'Europe orientale sous l'influence de l'Union soviétique. C'est la guerre froide entre les deux blocs, aux antipodes quant au mode de pensée. Dans le bloc rouge, tout est propriété d'État, la liberté de voyager est restreinte, le commerce est contrôlé et la concurrence interdite. Dans le bloc bleu, au contraire, la propriété est privée, la liberté de mouvement est totale et le commerce et la concurrence sont libres. Au fil des années,
L'énorme richesse des États-Unis favorise les citoyens du bloc bleu, qui étalent leur satisfaction. Cela entraîne l'envie silencieuse des citoyens du bloc rouge, leur régime n'admettant pas la contradiction. Pourtant, un pays rouge, la Pologne, ose un jour se rebeller. Réclamant les aspirations légitimes de tout homme, elle prétend sortir du système communiste pour embrasser le capitalisme qui, s'il n'offre pas toujours l'aisance, offre, semble-t-il, au moins la liberté. Pensant qu'aucun État n'oserait intervenir dans leurs affaires privées, parce qu'il serait bien trop dangereux pour quiconque de s'immiscer dans les questions du bloc rouge, craint par le monde entier, les chefs de l'Union soviétique décident alors d'occuper militairement ce pays rebelle. Mais cette menace d'invasion d'un pays qui se proclame leur frère suscite l'indignation des chefs du bloc bleu. Ils se réunissent alors d'urgence pour concevoir un plan contre cette agression. Au plus vite, et sans provoquer la guerre, ils doivent arracher la Pologne au bloc communiste de telle sorte que les chefs rouges, sous le regard du monde entier, n'interviennent pas. Réussir affaiblirait considérablement l'adversaire. À la recherche d'un plan diaboliquement rusé, après maintes cogitations, les chefs du bloc bleu, au plus profond de leurs pensées, se retrouvent inévitablement face à Dieu. Dieu. Les chefs bleus sont des gens pragmatiques. Ils doutent de l'existence de Dieu. En excluant l'intervention divine, sur laquelle on ne peut pas compter, ils pensent alors au peuple de Dieu, à l'Église, à ses fidèles, et l'un d'entre eux a l'idée, sa sainteté. Il est alors connu que les Européens, fussent-ils du bloc bleu ou du bloc rouge, sont fidèles au même Dieu et suivent le sort de l'Église. Que se passerait-il si sa sainteté, le représentant de Dieu sur terre, était un prêtre natif de la Pologne, ce pays sur le point d'être agressé? Et que se passerait-il si cette même sainteté, en tant qu'homme, se sentait obligé de défendre sa terre? Qui oserait la frapper parmi les soldats rouges qui sont des gens du peuple et qui l'aiment comme un père? Cela empêcherait probablement l'invasion. Quelques jours après cette réunion, sa sainteté meurt. Fort pressé par les chefs bleus, l'Église désigne alors un grand prêtre polonais en tant que sa sainteté, et cet homme ne perd pas son temps. Le jour même de son sacrement, il envoie un message à toutes les nations du monde. Il déclare que si son pays est attaqué, il se postera à la frontière et qu'avec Dieu à ses côtés, il maudira pour l'éternité quiconque oserait frapper sur le chef de l'Église. Le message se répand vite et fait grand bruit. Immédiatement, les nations et les églises du monde entier font savoir que sa sainteté est à protéger en tant que représentant d'un Dieu, et ce, même s'il n'est pas le leur. Au même moment, les États-Unis et le bloc bleu déclarent que si le chef de l'Église est en danger, ils interviendront militairement. L'impact sur la population du bloc rouge est considérable. L'idée que sa sainteté soit tuée par eux-mêmes agite les esprits. L'anathème proféré par ce saint homme rappelle que si la vie est courte, l'âme, elle,
est éternelle, et nul ne voudrait salir la sienne à jamais en frappant sur le chef de l'Église. Pour les chefs rouges, la situation est délicate. S'ils veulent éviter un conflit avec le reste du monde, il ne leur reste qu'une solution. Ce grand prêtre doit mourir. Si sa sainteté précédente est décédée à l'improviste, et certainement avait-elle été assassinée, l'actuel peut aussi bien mourir subitement. Que le monde pense à une malédiction contre l'Église ou à une intrigue, si ce meurtre ne laisse pas de traces, nul n'aura rien à redire. Cette invasion doit se faire, coûte que coûte, et avec fermeté. L'histoire enseigne qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Empoisonner sa sainteté n'est pas chose possible. Le siège de l'Église, situé dans le bloc bleu, est impénétrable. Toutefois, il est coutume que sa sainteté sorte en public pendant les fêtes religieuses, entourée par les très nombreux fidèles qui l'acclament à grands cris de joie. Voilà. Ce sera quand sa sainteté sortira de son palais, profitant de la confusion, qu'il faudra la tuer. Caché parmi la foule, l'assassin peut s'enfuir. Et s'il se fait prendre, cela doit apparaître comme étant le geste isolé d'un fou qui, comme c'est souvent le cas, tue un personnage fameux pour savourer la notoriété. Le risque est néanmoins fort. Le complot doit rester secret et il faut se dépêcher. Pour effectuer cet assassinat, des guerriers rouges qui n'ont rien à perdre sont choisis. Ce sont des hommes durs qui obéissent et se taisent. Condamnés à mort pour des crimes, ils seraient graciés et bien récompensés s'ils réussissaient dans cette entreprise nécessaire à l'équilibre du continent. Ces guerriers partent donc, rentrent furtivement dans le bloc bleu, arrivent près de l'église et au moment donné, ils s'infiltrent dans la foule des fidèles. L'un d'eux s'approche de sa sainteté et au milieu des cris épouvantés de ceux qui sont présents, il lui tire froidement 2 balles en plein cœur. Mais évidemment, Dieu existe et il aime son prêtre. Bien que perforé de part en part, sa sainteté survit à cette embuscade. Et tandis que le monde crie à l'horreur et au miracle pointant vers l'Union soviétique, la Pologne exulte. Le bon sort a empêché la mort de son prêtre et l'invasion. Elle déclare donc l'indépendance, aussitôt aidée par une énorme quantité d'argent que lui prête le bloc bleu. Face à cette richesse, les populations du bloc rouge restent ébahies. Quand le bloc bleu promet un grand prêt à tout pays rouge qui veut le rejoindre, la situation devient incontrôlable. Chaque citoyen communiste veut embrasser le système capitaliste. C'est la fin de l'Union soviétique. Son pays chef de file, la Russie, dissout le bloc rouge permettant l'indépendance aux pays assujettis et stoppe même la production d'armes, laissant entendre au bloc bleu qu'il doit, à présent, soutenir ces pays qu'il a su attirer. Les chefs bleus promettent alors des aides de toutes sortes. Ils sont satisfaits. Ils n'ont pas utilisé d'armes et ces pays sont de nouveaux clients, avides d'acheter ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Leur plan a fonctionné. Le bloc occidental a désormais la prédominance sur les armements. Mais contre qui
utiliser ses armes, alors que l'ennemi rouge est souriant et désarmé. L'animosité entre peuples frères qui se connaissent depuis toujours a disparu. Alors, comme dans une grande famille où tous sont unis mais où chacun reste soi-même, ils se retroussent les manches et la bonne volonté prévaut en Europe. Mais un obstacle grave entrave son économie. Plusieurs pays européens, jadis puissance mondiale, progressent vite à partir des ruines des dernières guerres. Et cela inquiète les États-Unis qui, suite à la dissolution du Bloc rouge, sont devenus les seuls maîtres de l'Europe. Leur dessein, n'admettant que vassaux assujettis et non pas concurrents, les États-Unis trament alors pour affaiblir les pays européens. Ayant besoin d'une tête de pont, ils s'accordent en secret avec l'Allemagne, lui assurant sa tant désirée suprématie sur l'Europe. Puis ils poussent jusqu'à achever la fusion des pays européens dans une structure supranationale, l'Union européenne. L'idée est belle, mais le piège est tendu. Des pays de langues et de traditions différentes, enchaînés entre eux d'un jour à l'autre, rendent difficiles les décisions unitaires. En particulier, lorsqu'au sommet de cette union sont placés des économistes européens diplômés aux États-Unis et à leur solde, dont la tâche est de ralentir l'économie de leur propre pays. Enfin, quand l'Union européenne émet sa devise, l'euro, basé sur le ressort de l'Allemagne, le piège se déclenche. L'euro se montre aussitôt défavorable aux pays à l'économie plus faible, qui ne peuvent suivre le rythme allemand. Pour rester dans l'Union, ces pays ont besoin de beaucoup d'argent. En prévision de cela, les États-Unis créent un établissement financier privé, la banque, dont la branche en Europe a son siège en Allemagne. La banque accorde donc un prêt au gouvernement demandeur, mais elle impose des intérêts exagérés, impossibles à honorer. C'est une dette qui ne se solde jamais. Au fil des décennies, les intérêts sur ces dettes augmentent démesurément. Alors que l'Europe digère encore ces nations rouges arriérées qu'elle a avalées en une bouchée, plusieurs dirigeants de pays redevables à la banque, tels que l'Italie et la Grèce, se plaignent sur les intérêts usuriers que leurs prédécesseurs avaient acceptés. Ils menacent même de ne plus les honorer. La banque n'attend que ça pour accomplir le plan américain. Elle renverse tout d'abord les gouvernements de l'Italie et de la Grèce par d'inédits coups d'État démocratiques, les remplaçant par des exécutifs non élus soumis à ses ordres. Puis elle impose son jeu. Limitation des fonds pour la santé publique et pour l'instruction. Diffusion d'antivaleurs. Désinformation. La justice elle-même est entravée. 2 siècles de lutte syndicale et de droits acquis sont violés. Seules les manœuvres spéculatives au bénéfice de la banque sont exploitées, entraînant la vente de biens et de territoires nationaux et la disparition des meilleures entreprises. La peur de perdre son travail et de ne pas en trouver un autre devient permanente. La banque ne s'arrête pas et menace l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et la France, poursuivant leur abaissement économique afin qu'ils restent subordonnés aux États-Unis. À la recherche désespérée de capitaux,
les pays européens décident de se débarrasser de leurs vieilles armes. Qu'en faire maintenant qu'ils sont en paix? Cette ressource devient obsolète, tandis que la demande d'armes reste forte dans les continents aux pays moins avancés. Alors, ils les leur vendent. Lorsque ces pays reçoivent les armes, l'enfer se déclenche. Ils se déchirent entre eux si férocement qu'une grande partie de leur population fuit désespérée vers l'Europe, en affrontant la mort sur des barques de fortune. Les plus chanceux accostent, désorientés, détruits par le voyage et par le chagrin. Ils parlent une autre langue et souhaitent ne pas être chassés. Ils sont des centaines de milliers, tout nus et affamés, et leur peine vient de la vente de ces maudites armes. L'Union européenne subit ce nouveau coup. Certains, se sentant responsables de ces malheureux qui réclament le droit à la vie, proposent de les loger et de les nourrir comme des frères. D'autres disent qu'il faut les rejeter en mer, puisqu'ils sont d'une autre race et d'une autre religion. D'autres encore, plus modérés, disent avoir besoin de ces bras pour les travaux que personne ne veut plus faire. Les pays européens se partagent alors ces pauvres gens, ils leur donnent un logement de fortune et le nécessaire pour la nourriture, puis ils les mettent aux travaux les plus durs. Ainsi, face à tant de générosité, l'Europe revient au beau temps des esclaves. Sauf que si jadis ils étaient capturés par la force, maintenant les esclaves arrivent d'eux-mêmes. C'est inévitable. Par un caprice du sort, pour l'ambition de quelques humains, l'histoire de l'Europe a été bâtie sur les armes, sur l'argent et sur l'esclavage. Reste le drame de cet exode, souvent inutile, des rescapés des guerres qui s'ajoutent aux mendiants du travail créés par la banque. Pour sortir de cette confusion, il ne reste plus aux pays de l'Union européenne qu'à faire un seul pas, le plus démocratique. Organiser tous ensemble un référendum. Qu'ils demandent à leurs citoyens s'ils sont d'accord ou pas avec l'Union européenne, avec l'euro imposé sans les consulter, et avec les gouvernements non élus. Si 500 millions d'Européens ne sont pas d'accord, que les pays de l'Union reprennent leur souveraineté, comme au bon vieux temps, quand ils étaient riches et puissants, et qu'un mandat d'arrêt international soit lancé à l'encontre des seigneurs de la banque qui entraînent l'Europe vers la misère. Après, tout deviendra beaucoup plus aisé.